Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Point de Vue. Vous êtes devant votre écran, bien au frais chez vous, vous avez bien raison. On est mieux que dehors où la canicule est revenue. Nous allons parler de 4 sujets aujourd'hui qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, mais qui sont dans l'actualité. D'abord, de la politique migratoire de Donald Trump qui assume ce choix hautement contesté de séparer les immigrés clandestins et leurs enfants. Trump a-t-il un cœur? C'est la question que nous allons nous poser. On va aussi s'interroger sur ce projet qui avance, qui a l'air un peu compliqué mais très important pour autant. Un budget pour la zone euro, qu'est-ce que ça change? C'est en tout cas une décision qui a été prise hier par Emmanuel Macron et Angela Merkel. On va revenir sur la politique française avec le limogeage de Virginie Calmels, la numéro 2 des Républicains. C'était le week-end dernier. Depuis, on a appris que la dite Virginie Calmels n'avait pas pu revenir dans son bureau parce qu'on avait changé la carte magnétique qui lui permettait d'y accéder. Mais surtout, le Figaro a commandé un sondage passionnant sur ce sujet et nous allons en parler. Et puis, nous allons parler aussi de l'aide personnalisée au logement, la fameuse APL, qui ne sera pas revalorisée l'année prochaine, alors même que son montant a baissé cette année, vous vous souvenez. Est-ce que c'est une faute du gouvernement? Est-ce que c'est encore un mauvais coup du gouvernement des riches? Vous nous donnerez votre point de vue. Merci aux 4 invités qui ont accepté de commenter cette actualité. Anne-Sophie Le Tac, bonsoir. Vous êtes professeur de géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles et vous contribuez régulièrement au Figaro Vox. Aymeric Breillet, là aussi, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes toujours membre du Parti Socialiste. Bravo. Et en revanche, vous n'êtes plus membre du Bureau National. De votre fête. Alexis Lacroix est là aussi. Bonsoir Alexis. Bonsoir Guillaume. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express. En couverture, l'Express cette semaine, Emmanuel Macron face aux critiques. Et vous êtes aussi l'auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle J'accuse, 1898-2018, permanence de l'antisémitisme, qui a été publié aux éditions de l'Observatoire. Et le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine est là aussi. Bonsoir Karl Meus. Ravi de vous retrouver, même si il n'y a pas très longtemps qu'on s'est quittés. Oui. François Hollande, Le président du temps perdu, c'est votre dernier livre. Il a été publié chez Stock. Nous commençons par ce qui est plus qu'une polémique, un débat très, très vif et très fort autour de la politique migratoire de Donald Trump. Depuis le mois d'avril dernier, les États-Unis séparent les immigrés clandestins de leurs enfants mineurs. Les parents sont emprisonnés et les enfants mineurs gardés dans un centre de rétention. Cette mesure, qui concerne plus de 2000 enfants, est extraordinairement critiquée, mais pourtant Donald Trump assume. Écoutez-le, il intervenait sur ce sujet hier à Washington. We want to solve this problem. We want to solve family separation. I don't want children taken away from parents. And when you prosecute the parents for coming in illegally, which should happen, you have to take the children away. Est-ce que, Karl Meus, c'est une situation, une position qui est tenable? Les images, évidemment, sont très fortes. Même la femme de Donald Trump semble dire qu'elle trouve cette politique un peu inhumaine. Trump sait ce qu'il fait, vous croyez? Ah oui, Trump ne fait jamais rien par hasard. Et au fond, on en reparlera peut-être aussi, toute proportion gardée avec des sujets Wauquiez-Calmels, mais Trump applique... Oui, c'est moins dramatique, heureusement. C'est moins dramatique, oui. Mais la philosophie est un peu la même, c'est-à-dire qu'on applique les règles de l'entreprise ou du business à la diplomatie et, en l'occurrence là, aux affaires de gestion du pays. C'est ce que fait Trump depuis le début, c'est-à-dire que dans le business, on sait bien, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas, là, pour répondre à votre question, on ne met pas de cœur, pas de sentiment, it's only business. Et en l'occurrence, Donald Trump a toujours fait comme ça, c'est-à-dire qu'il pousse le bouchon le plus loin possible pour essayer de négocier en position de force. Et on le voit aujourd'hui, il revient sur sa position parce qu'il y a eu un tollé, mais surtout parce que le Congrès se prépare demain à voter une loi dans laquelle elle va renforcer les moyens pour lutter contre l'immigration illégale et pour construire le mur, qui est l'objectif de Donald Trump. Aymeric Breillet. Oui, je partage l'avis, c'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de penser que Trump est un idiot. Tout ce qu'il fait est réfléchi, posé, rationalisé. Et là encore, il a pris une position qui lui permet de créer un rapport de force avec ses opposants sur la nouvelle politique migratoire qu'il veut mettre en œuvre. Et la preuve, si effectivement le texte de loi devait être voté par le Congrès demain,
à l'issue de la réunion qui s'est tenue il y a quelques heures avec sa majorité républicaine, ce serait évidemment une victoire pour lui. Je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois dans l'histoire américaine que la politique migratoire est l'objet de vives controverses et d'allers-retours comme ça dans des positions politiques. On se souvient qu'au début des années 20, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les États-Unis avaient mis en place une politique de quotas extrêmement restrictive à l'encontre de certaines populations et d'autres. Et ce qui avait d'ailleurs été suivi de ce moment d'isolationnisme qui semble être quand même la volonté de Trump. Donc il y a d'ailleurs un fil conducteur avec ce qui s'est passé il y a quelques jours au Canada lors du G7, où on a vu Trump prendre des positions extrêmement rudes vis-à-vis de ses collègues des autres grandes puissances économiques. Donc tout ça fait un fil, et moi ce qui me frappe, c'est cette appétence que l'on a en France et ailleurs à prendre Trump pour un idiot. Il est tout sauf un idiot, et au travers de ces mesures, il parle d'abord à son électorat. Je rappelle qu'il y a des élections intermédiaires des représentants à l'automne prochain, et que les primaires, désignant les candidats des Républicains d'une part, des démocrates d'autre part, ont lieu en ce moment même. Et donc il y a là aussi un signal adressé à son électorat qui est très clair. Alors, comme toujours, chers internautes, vous pouvez réagir, à la fois donner votre avis sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du Figaro, sur lefigaro.fr, sur Twitter, #Figaro Live, #Point de vue. Vous pouvez aussi voter. On vous pose cette question depuis le début de l'émission. Trump est-il trop dur? Et vous êtes une majorité, 67%, à considérer pour l'instant que oui. Anne-Sophie Letach, est-ce que vous pensez que l'émotion que suscitent ces images, parce qu'on a vu des images volées d'enfants qui étaient emprisonnés, ne va pas l'emporter, même sur le soutien politique dont peut bénéficier Donald Trump dans son électorat? Je pense presque le contraire, c'est-à-dire que, alors c'est pas tout à fait vrai. Je pense le contraire au sens où Donald Trump, c'est quelqu'un qui joue sur la désinhibition profonde. Il joue aussi sur le chaos. Je pense que c'est une espèce de chaos organisé. Effectivement, c'est pas du tout un imbécile. C'est quelqu'un qui gère une espèce de chaos qu'il organise. Et de ce point de vue, à la limite, le scandale peut presque servir son propos, puisque de toute façon, il sert aussi effectivement un électorat dur qui représente, je crois, 35% des républicains. C'est ça. Enfin, c'est pas du tout tous les républicains. Et alors, ça, c'est un autre point, c'est qu'il a besoin aussi de faire taire, ou alors d'agréger en quelque sorte des républicains qui sont pas forcément d'accord avec cela. Et puis, sinon, ce qui me semble aussi important, c'est que finalement, alors, il envoie Melania Trump aussi, vous avez vu ça. Donc sa femme va au charbon en quelque sorte, et sa femme va au charbon. Mais alors donc Melania Trump dit des choses finalement assez ambiguës. Elle dit oui, c'est pas bien, c'est triste. Voilà, bon, vaudrait mieux l'éviter, mais quand même on ne sait pas. Bon, donc en fait Trump n'a pas de cœur, mais Melania a un cœur à sa place. Donc ça c'est très très rassurant. Alors je suis pas sûre que ça résolve le problème. Et alors ce qui me choque quand même, parce que je suis quand même un peu choquée, moi, je suis encore très morale, c'est que ce que je trouve le pire en fait, c'est quand lui-même s'apitoie presque en disant oui, c'est quand même un peu embêtant. Et c'est vraiment, ça me rappelle vraiment une petite archive que j'avais entendue sur, je suis désolée de faire cette comparaison, mais c'était Philippe Pétain qui expliquait que Drancy, vraiment les conditions de vie à Drancy étaient difficiles, et que notamment les gens qui avaient des immeubles qui donnaient sur le camp étaient bien malheureux de voir ça. Voilà. Et ça me fait vraiment penser à ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement organisé effectivement dans ça. Et si je peux juste dire encore une petite chose, un mot. Il y a aussi donc un chantage évidemment pour le mur, le fameux mur, another brick in the wall, si on peut dire. Le mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, voilà, qui est en cours de construction. 25 milliards et il va peut-être effectivement les avoir. Et puis c'est pas nouveau non plus, puisqu'il y a eu un chantage aussi sur les Dreamers, ces jeunes qui étaient des jeunes qui ont été accueillis par les États-Unis, qui ont été formés par les États-Unis, et donc finalement il continue. Il a un fil conducteur très, très clair. Voilà. Alors justement, Karim sur Facebook nous dit « Oui, Donald Trump a un cœur, 3 petits points, en béton armé, point d'exclamation, en référence au mur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. » On va écouter la réaction d'Alexis Lacroix, mais avant, je voudrais vous faire entendre une autre réaction, c'est celle de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. En fait, il y a à l'ONU un conseil des droits de l'homme
qui a assez vertement critiqué la politique migratoire des États-Unis, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Non seulement ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces critiques, mais ils ont décidé de faire leur valise et de quitter le dit Conseil. Écoutez la justification de Nikki Haley. The Council continues politicizing and scapegoating of countries with positive human rights records in an attempt to distract from the abusers in their ranks. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. Alors, ce qui est intéressant, Alexis Lacroix, c'est qu'en fait, les Américains, plus on les critique et plus ils sont offensifs. En tout cas, cette majorité Trump. Ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, la simultanéité de ce retrait d'un Conseil fantoche qui était aux mains de piétineurs des droits de l'homme. Oui, parce qu'il y a le Venezuela, la Chine, ça, Cuba. Donc, de ce point de vue-là, ils ont raison de partir. Oui, le retrait américain est plutôt justifié, et de toute façon, c'était resté dans une coquille vide qui était aux mains de dictatures illibérales qui sont des ennemis acharnés des droits de l'homme. Donc, en cohérence, c'est vrai que les États-Unis peuvent le quitter. Moi, ça ne me choque pas. Mais attention, il ne faudrait pas que cette micro-polémique intéressante masque la gravité du geste commis par le président des États-Unis qui sépare des enfants de migrants retenus. Ça c'est très grave. C'est-à-dire c'est un déni de solidarité humaine minimale. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je suis d'accord aussi avec l'idée que l'idiotie ou l'imbécilité, pour parler comme Bernanos, de Trump n'est pas une bonne grille explicative. Mais alors il faut penser le système. Qu'est-ce que ça révèle d'un systémisme, d'un systématisme idéologique de Trump? Ça révèle tout simplement qu'on a affaire à un président des États-Unis qui aujourd'hui considère à terme, et c'est grave Guillaume, c'est très grave, que ce ne sont pas les démocraties gouvernées par des modérés, comme Mme Merkel ou comme M. Macron, qui sont ses alliés naturels, ce sont les régimes des démocraties illibérales, c'est-à-dire style Hongrie de Orban, ou si on veut aussi Russie de Poutine. Voilà aujourd'hui. Oui, voilà les vrais alliés de M. Trump, et c'est la raison pour laquelle cette espèce de règle minimale, j'allais dire, d'une sorte d'habeas corpus non écrit, qui veut que lorsqu'on a un prisonnier, on ne le sépare pas de sa famille. Eh bien, même cela, aujourd'hui, est bafoué à la face du monde. Alors, pour faire diversion, parce qu'ils ne sont pas débiles, pour faire diversion à la Maison-Blanche, ils nous bombardent d'images de Nikki Haley pour qu'on se polarise sur cette question. Mais moi, je vous le dis clairement, c'est super qu'ils quittent cette commission des droits de l'homme. C'est une commission des droits de l'homme dont la seule activité est de faire de l'Israël bashing. Donc je suis absolument d'accord pour que les États-Unis la quittent, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse pendant ce temps, à sa juste indignation, M. Trump pratiquer cette espèce de sélection dégueulasse qui effectivement n'est pas sans rappeler, si vous voulez, l'impassibilité du maréchal Pétain au moment des grandes déportations des Juifs de France de l'époque. Alors, l'un des arguments que je voudrais vous soumettre, c'est celui que développait Jeff Sessions, qui est le ministre de la Justice américain, dès le 7 mai dernier, donc c'est il y a un mois et demi presque, et qui dit, mais si vous ne voulez pas que votre enfant soit séparé de vous, alors ne l'emmenez pas. Aymeric Breillet, qu'est-ce que vous pensez de cet argument consistant à dire « nous avons prévenu les immigrants de ce qui allait leur arriver ». Ce n'est pas un argument, c'est une argutie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quant à la politique de Trump, elle va même plus loin que l'alliance avec les démocraties dites illibérales, comme tu dis. Les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne ces derniers jours, expliquant qu'il était là en quelque sorte pour soutenir les conservateurs pour soutenir l'ensemble de l'Europe. Oui, la CSU, même pas les conservateurs de la CDU, mais la CSU, juste après l'aile droite du parti d'Angela Merkel, qui est un autre parti, je le rappelle, c'est pas le même. Bavarois. C'est le bavarois. Quelques jours avant les déclarations du même ministre de l'Intérieur du gouvernement allemand, leader de la CSU, qui est confronté à une élection locale en Bavière difficile au mois d'octobre prochain, ces déclarations expliquant qu'il fallait refaire terme, bizarrement choisi, un axe entre l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, tout ça laisse quand même assez pantois et laisse quand même une odeur assez nauséabonde. Voilà. C'est une nouvelle fracture, car c'est plus les Européens contre les Américains, c'est Trump, les Autrichiens, les Italiens, peut-être même les Hongrois, contre qui on ne sait plus très bien, contre Emmanuel Macron. Europe néofasciste contre Europe libérale. Si vous voulez, il y a alors, voilà, Alexis Lacroix, je posais la question à Karl Meus et après vous réagirez. Mais comme vous n'êtes pas un
néofasciste, donc vous respectez la démocratie et le temps de parole, et donc je la laisse à Karl Meeus. Oui. Non, mais évidemment, Trump, il choisit des alliés qui ont les mêmes positions que lui, parce que c'est beaucoup plus facile. On voit bien, vous évoquiez le G7 au Canada, il a claqué la porte parce qu'il avait face à lui des alliés qui n'étaient pas dociles. Je crois que ce qu'il faut qu'on rappelle, parce qu'on a l'impression là que c'est une décision qu'il a prise. Non, la séparation des enfants de leurs parents incarcérés est la conséquence d'une décision qui a été prise par Donald Trump. Donc c'est là où... C'est la suite logique. C'est la suite logique. À partir du moment où il considère que les migrants sont illégaux, donc doivent être emprisonnés, à ce moment-là, il est obligé de séparer des enfants. Donc quand il feint de découvrir ça en disant non, il ne faudrait pas le faire, non, c'est lui qui est le principal responsable de cette situation. Quelques réactions, parce qu'elles sont nombreuses, sur les réseaux sociaux. Amir sur le Figaro.fr qui nous dit il est prêt à tout, Donald Trump, pour son électorat, si c'est payant sur le plan politique d'humilier les familles latino-américaines, puisqu'évidemment cette immigration est essentiellement en provenance d'Amérique centrale et en particulier du Mexique, il le fera. Lowe sur le Figaro.fr nous dit de toute façon, l'ONU ne sert à rien. Most sur Facebook, le monde ne se refermerait-il pas de plus en plus sur lui-même? Les États-Unis ont-ils peur ou sont-ils lucides? Et toujours Amir sur le Figaro.fr, le retrait des États-Unis du Conseil, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, doit être vu comme une opportunité pour le monde de s'émanciper des Américains. Une réaction très rapide d'Alexis Lacroix et Anne-Sophie Le Tac, parce qu'après on a d'autres sujets à traiter. Fragmentation d'une grande idée qui a été détournée par certains, mais que c'est une grande idée. C'est l'idée d'Occident. L'idée d'Occident s'était associée dans la tête de gens comme Raymond Aron, l'une des plumes historiques du Figaro, c'était associé à la défense de la liberté. Mais contre le communisme, il n'y a plus de communisme. Oui, mais c'était pas c'était pas seulement contre le communisme. C'était aussi l'idée d'une liberté à l'intérieur des démocraties libérales. C'est-à-dire défendre les positions idéologiques et politiques qui correspondent à la défense de la liberté. Autrement dit, s'il faut choisir, être plus Macron que Marion. Voilà, c'était ça le libéralisme. Et ce libéralisme-là, il est en train de se déliter progressivement à l'intérieur même des démocraties. Merci. Et c'est la raison pour laquelle elles sont si fragiles face au nouveau régime style Viktor Orban. Merci Alexis Lacroix. Anne-Sophie Le Tac, quelques mots de conclusion. Juste rapidement, juste pour rappeler aussi que ces enfants sont séparés, parce qu'avant on laissait les gens qui arrivaient on les laissait jusqu'à ce qu'on statue sur leur situation. Maintenant, avec la tolérance zéro, on les met en prison. On ne peut pas mettre des mineurs en prison avec leurs parents, donc on les sépare. Et c'est un raisonnement imparable. C'est génial, c'est vraiment le raisonnement qui aboutit vraiment au pire, voilà. Mais qui est très rationnel. On passe. Il y en a 2000 dont on ne sait absolument pas où ils sont passés. Voilà, où ils sont partis. Nous passons à un autre sujet autrement moins dramatique, l'avenir de la zone euro. Emmanuel Macron, le président français, a rencontré hier Angela Merkel, la chancelière allemande. Ça se passait à Meseberg, c'est en Allemagne, c'est un très beau château que je ne connaissais pas pour ma part. Et ils ont annoncé à l'issue de cette réunion la constitution d'un budget pour la zone euro. À quoi ça va servir? Qu'est-ce que c'est? Écoutez les premières explications du président de la République. Il permettra de répondre au défi qui est le nôtre, que j'ai rappelé à la Sorbonne et auquel j'ai souhaité à chaque fois répondre, qui est celui de la divergence entre les économies de la zone euro. Donc, permettez-moi d'être tout à la fois pragmatique et ambitieux. J'avais un objectif qui était qu'on arrive à répondre à ce sujet. Nous y répondons. Permettez-moi d'être pragmatique avec Madame la Chancelière, c'est de dire que les réponses trop détaillées, lorsqu'elles ne sont faites qu'à 2 et qu'elles concernent 19, peuvent être contre-productives. Karl Meeus, c'est pas très clair encore tout ça. Hein. On comprend qu'il va y avoir un budget, mais peut-être qu'il ne faut pas s'engager au nom des autres membres de la zone euro. C'est pour ça que ça reste si nébuleux? Ça reste nébuleux parce que pour l'instant, c'est que la France et l'Allemagne et qu'il faut que les autres soient d'accord. Ça reste nébuleux parce que... Les 19 membres, comme le rappelait Emmanuel Macron. 19 membres, oui, voilà. Ça reste nébuleux parce qu'il y a visiblement un petit hiatus sur le montant. On sait qu'Angela Merkel ne veut pas que ça dépasse les 100 milliards et à mon avis, ça va même être nettement en dessous. Et bon, on sait bien qu'un budget de la zone euro, si c'est à moins de 100 milliards, ça va être difficile d'être efficace. Et enfin, tout dépend aussi des mécanismes que Angela Merkel a fait rajouter par rapport au projet d'Emmanuel Macron. Parce qu'on sait que les Allemands ne veulent pas devoir payer pour les Italiens et les Grecs, pour faire simple, en tout cas pour cette Europe du Sud dont ils considèrent qu'ils ne font pas la bonne politique. Et le donc, Club s'il y a une Med, crise, voilà, un peu le Club Med, comme disait, je ne sais pas si c'était Schauble ou les Allemands. Enfin, voilà. Mais ça reste quand même, du point de vue politique, un beau succès pour Emmanuel Macron, parce que depuis le moment
où il avait lancé cette idée et aujourd'hui, il a réussi à faire venir Merkel sur cette idée-là. Alors, on vous pose la question sur Twitter. Est-ce que c'est une bonne idée, ce budget pour la zone euro? Vous êtes 53% à penser que oui pour l'instant. Et voilà, vous avez été 300 à voter sur ce sujet qui n'est pas le plus simple. Alors, pour comprendre un tout petit peu, par exemple, ce qu'on pourra financer avec ce budget de la zone euro, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a donné quelques exemples. Ce matin, c'était sur France Info. Ce qui s'est passé hier entre la chancelière et le président de la République sur la zone euro, c'est une avancée historique. C'est la deuxième étape de cette monnaie commune que nous avons créée il y a quelques années. On a eu une monnaie commune, l'euro, mais toujours pas de budget commun entre les 19 États membres. Eh bien, nous avons proposé hier, France et Allemagne, un budget commun qui va avoir deux fonctions. La première, c'est que nous allons pouvoir investir en commun, financer des programmes d'innovation, par exemple sur l'intelligence artificielle, sur les batteries. Nous pourrons mettre l'argent en commun des 19 pour avoir des programmes beaucoup plus puissants, beaucoup plus efficaces, qui préparent l'avenir de la zone euro. Alors, Aymeric Brier, des programmes qui préparent l'avenir, on a déjà, a priori, des budgets pour ça. Qu'est-ce que ça change vraiment d'avoir un budget pour la zone euro? Ce que ça change d'abord, c'est que ça concerne essentiellement la zone euro. Alors que les budgets auxquels vous faites référence, ça concerne les 27. 27 moins 1, bientôt. Donc, bientôt, on ne sait pas trop, mais dans un temps, normalement, qui devrait survenir. Donc déjà, c'est la première chose que ça change. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas que des projets. C'est aussi la possibilité, au travers du budget de la zone euro, d'aider des États membres de la zone euro en difficulté, par exemple, de déficit qui les amènerait à ne plus pouvoir financer un certain nombre de programmes. Et c'est là l'élément le plus important. C'est qu'en fait, ça contribue au mécanisme qui avait été mis auparavant en œuvre de stabilisation de la zone euro pour éviter les décrochages entre un certain nombre de pays. Ce que ne dit pas Bruno Le Maire, et je suis très surpris qu'il ne le dise pas parce que c'est en réalité l'élément le plus important de ce dispositif. Deuxième élément, là où effectivement c'est une victoire et qui n'est pas que symbolique d'Emmanuel Macron, il n'empêche que par rapport à son discours de la Sorbonne, mais c'est normal, les choses vont... La construction européenne n'est pas une tabula rasa, donc ça. Il avait annoncé ce projet. Il avait dit qu'il faut un budget pour la zone euro. À la Sorbonne, c'était il y a 2 mois. Il disait il faut un budget de la zone euro, mais il faut également un parlement de la zone euro. Et il faut également un ministre de la zone euro. Donc ce sont des choses-là qui renvoient à d'autres éléments qui ne sont plus simplement une zone euro intergouvernementale en quelque sorte, mais où on passe à une zone euro communautaire et qui s'intègre. Et ça, pour l'instant, y compris les Allemands, et bien évidemment, sont extrêmement réservés à cette vision d'intégration de l'Union européenne au travers de la zone euro, parce que ça pose effectivement la question de l'affaissement en quelque sorte, ou de l'abaissement tout relatif du poids des États dans les votes des conseils. Donc là, on rentre un peu dans de la technique, mais malgré tout, politiquement, c'est effectivement une victoire pour Emmanuel Macron, dont on critiquait récemment encore les grandes envolées lyriques et finalement le peu des résultats, bon, même si ça fait finalement qu'une année qu'il est aux responsabilités. Mais Alexis Lacroix, est-ce que les Allemands, les Hollandais aussi, bref, tous les pays riches et bien gérés vont être contents de devoir une fois de plus payer pour les pays moins sérieux, les Grecs, les Portugais, la France. Le Club Med où on mettait le Portugal il y a quelques années, le Portugal aujourd'hui a recouvré une situation financière. Donc le Club Med, vous savez, ça peut changer. Il faut faire attention. Voilà. Alors, si vous voulez, Guillaume, si vous voulez me faire dire que Macron anticipe sur ce que pourrait être un développement futur de l'Union, oui. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est autant du devoir-être que de l'être. Voilà, c'est une politique du devoir-être. Mais attendez, l'Europe, elle s'est construite comme ça. Elle s'est toujours construite quand on a eu des personnes qui étaient plus ou moins visionnaires. Après tout, elle est née d'une vision politique, celle de Schuman et de Monnet, et elle est renée très souvent dans son histoire de vision politique. Pensons par exemple au partenariat si essentiel de Kohl et de Mitterrand. Ce que voudrait faire, à titre personnel, sa conviction profonde de citoyen français et européen, Macron, c'est revisiter en quelque sorte ce partenariat privilégié de la France et de l'Allemagne. Donc quand il dit il faut un budget, c'est la colonne vertébrale qui va configurer, anticiper sur ce que pourrait être l'ossature politico-économique d'une future union intégrée. Pour l'instant, on n'y est pas dans l'union intégrée. Donc, il sait très bien qu'il faut poser les marches les unes après les autres. Donc, c'est la première marche. Mais effectivement, je suis d'accord avec mon camarade de la Fondation Jean Jaurès. C'est une vraie victoire de la vision, on va dire,
social-démocrate et démocrate chrétienne de l'Europe que Macron a développée pendant sa campagne. C'est vrai, c'est objectivement vrai, et c'est peut-être la première défaite du camp souverainiste, aujourd'hui, disons, polarisé de plus en plus par une figure que nous évoquerons tout à l'heure, qui est Marion Maréchal Le Pen. Parce que, Anne-Sophie Le Tac, ce qui va se passer, en fait, dans la zone euro, en tout cas c'est l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est que, de même qu'en France, les zones riches, très urbanisées, très développées, l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes, aident les régions plus défavorisées, ben là, les riches vont aider les moins riches, c'est ça. Mais en fait, comme à l'intérieur d'un pays. C'est déjà le cas. Enfin, il y a eu des mécanismes, justement, la très grande force de l'Europe. Alors, moi, j'aurais vraiment tendance à voir l'Europe, alors de plus en plus, hein, du point de vue du verre à moitié plein et pas du verre à moitié vide. Je trouve que dans cette espèce de tempête et de système vraiment chaotique, justement, je le répète, l'Europe doit être défendue. Et je trouve que là, Emmanuel Macron tient sa promesse de campagne, défend l'Europe. Alors maintenant, pour répondre à votre question, les mécanismes européens de redistribution ont toujours été là. Ça a été absolument fondamental dans la constitution, dans la création de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, ils sont en souffrance parce que c'est effectivement, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on l'Europe à 6, c'est pas l'Europe à 12, à 27. Bon. Donc, ce qui est important à mon avis, c'est que finalement, on a un Emmanuel Macron qui s'en sort plutôt bien parce qu'il est dans une situation quand même assez difficile. Il est dans une situation difficile pour l'Aquarius parce qu'il a quand même relativement mal géré cette crise, à mon avis. Enfin, on pourra en parler. Le bateau, il ne l'a pas très bien géré, à mon avis. Il ne s'est pas très bien positionné. Il a eu un clash monumental avec Trump au G7. Enfin, ça s'est quand même très, très mal passé aussi. Donald Trump est en train d'élever des barrières protectionnistes colossales et d'essayer de faire exploser l'Europe. Hein. Je pense que c'est clair également. Et puis, il a les élections européennes en 2019. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Et puis alors du côté Mme Merkel, parce qu'il faut quand même parler de Mme Merkel aussi, Mme Merkel, elle est quand même très fragilisée, mais justement c'est quand même un petit mieux pour elle d'accepter cet accord, et c'est probablement pourquoi elle accepte. Je rappelle qu'elle avait juste donné un petit pacte de croissance. Allez, tiens, prends ton petit pacte de croissance à François Hollande, et c'était tout. Hein. Donc elle est allée plus loin. Elle a lâché à cause de ça, parce qu'elle est fragilisée, qu'elle a le CSU, qui est d'ailleurs vent debout contre. Absolument. Quelques réactions sur les réseaux sociaux. Turing sur le Figaro.fr, une monnaie unique sans politique, c'est assez aberrant. Béatrice sur Twitter, cette décision ne s'explique-t-elle pas par une peur des banques de voir l'Union européenne s'effondrer plutôt qu'une décision politique ? Peut-être, même si les attaques en ce moment sur l'euro sont plutôt limitées, parce que la croissance est plutôt en hausse. Au censeur sur le Figaro.fr, le problème européen n'est pas financier mais politique. Et Betsy sur Facebook, il faut d'abord et avant tout un gouvernement européen avant d'établir un budget. Effectivement, on rappelait que c'était l'un des souhaits d'Emmanuel Macron. Ce qui est un peu dommage, Karl Meus, c'est que c'est une vraie victoire pour Emmanuel Macron, mais qui passe un peu inaperçue parce que tout le monde ne parle que de la crise des migrants. Oui, c'est ça. Et le vrai enjeu pour Emmanuel Macron, là, il a obtenu une victoire politique, on l'a tous dit. Mais ce que vous rappeliez, c'est que le vrai enjeu politique, ce sont les élections européennes de mai 2019. Et je ne suis pas sûr, pour employer une litote, je suis même plutôt certain qu'elles ne se feront pas sur la perspective, on le regrette ou pas, de la construction d'un budget de la zone euro. Mais elles vont se faire, en revanche, sur la politique migratoire et peut-être sur la politique de sécurité. Et là, on voit bien, et vous l'avez dit, il est beaucoup moins à l'aise. On va reparler sûrement de ce sujet, ne serait-ce que d'ici les européennes. Mais on va en parler d'un autre thème, si vous le voulez bien. Cette crise au sein des Républicains, après le limogeage de la numéro 2 du parti, Virginie Calmels, par Laurent Wauquiez. Ça se passait le week-end dernier. Alors, on a appris, depuis que Virginie Calmels, ayant voulu récupérer ses affaires dans son bureau, elle n'a pas pu y accéder parce que sa carte avait été démagnétisée et ses affaires l'attendaient à l'accueil dans un carton. Tout ça n'a pas l'air de trop choquer Jean Leonetti. C'est le nouveau numéro 2 du parti, donc en remplacement de Virginie Calmels. Il était ce matin sur RTL. Ça s'est passé comme ça ? Il y a un carton avec ses affaires dans le hall ? On a des fonctions. Je pense que Virginie doit le savoir, dans le privé comme dans le public. Et le jour où vous quittez ces fonctions, eh bien, les moyens pour assumer les fonctions disparaissent. Je regrette qu'elle le ressente éventuellement comme une brimade. Et ce qui est, pour moi, qui me désole, c'est qu'on passe notre temps à des querelles de personnes alors qu'on devrait être en train de fonder un parti sur des idées.
Alors, je ne vous demanderai pas si vous trouvez très fair-play cette façon de procéder, parce que je connais d'avance votre réponse, et donc je vais passer au sujet suivant, parce qu'il est passionnant. C'est un sondage réalisé par Odoxa et Dentsu Consulting pour Le Figaro, dont nous allons vous donner les résultats en avant-première. On a d'abord posé la question et aux Français et aux sympathisants républicains, est-ce que Laurent Wauquiez a eu raison de limoger Virginie Calmels? Les Français disent non, il a eu tort, 57%. En revanche, les sympathisants républicains, eux, sont plus des 2/3 à trouver que oui, c'était une bonne idée. Est-ce que ces résultats vous surprennent, Aymeric Brier? Non, j'ai l'impression de vivre chez les Républicains ce que nous avons vécu au Parti Socialiste il y a quelques années, ou voire quelques semaines encore, et que je crains que nous vivions encore. Il se passe juste au travers de cet élément la poursuite de la fragmentation, de l'explosion du système politique entamé au printemps dernier, et désormais ça touche la droite, dite républicaine, et de plein fouet. Voilà, il y a des droites qui s'affrontent sur des lignes politiques. On savait très bien que Wauquiez, en allant chercher Calmels, avait un objectif d'essayer de se poser comme rassembleur. Parce que Virginie Calmels était plutôt proche d'Alain Juppé, c'était sa jointe, etc. Historiquement, une histoire assez récente quand même en ce qui concerne Virginie Calmels, mais en tous les cas, ça s'adressait à cet électorat. Et c'est cette hypothèse, ou au mieux, cette fiction qui aujourd'hui a explosé en plein jour. Et je pense que, puisque Karl Meus tout à l'heure parlait des européennes, je pense qu'on est là en plein dans la préparation également des élections européennes, où chacun va vouloir s'adresser à son cœur de cible. C'est pour ça que je ne partage pas son avis sur les européennes pour Macron. Macron, au contraire, son électorat, lui, il sera sensible à l'accord sur le budget européen. Et l'objectif, c'est de parler à son cœur d'électorat. Et la présidentielle, son corps électorat, c'est l'engagement européen. Et à travers ça, et la crise Calmels-Wauquiez participe de cette déstructuration de l'offre politique de la droite. Mais on peut dire bien joué Wauquiez par rapport aux sympathisants républicains. Bien sûr, mais par rapport à son je l'avais dit à votre micro. Bon, et c'est pas pour dire que j'avais tout prophète. Dit. Non, mais on a de nombreux débats sur la droitisation, c'est normal, c'est un des sujets qui est dans l'air. Et donc j'avais dit, ça me fait mal de le reconnaître, mais du strict point de vue électoraliste, Patrick Buisson, en conseillant à l'époque, mais plus récemment à des responsables politiques de droite de droitiser leur discours, avait raison. C'est-à-dire que le centre de gravité sociopolitique de la droite française, au fil des années, disons depuis le début du mandat de Nicolas Sarkozy, il s'est déplacé vers la droite, il s'est droitisé, c'est absolument incontestable. Donc d'un strict point de vue électoral, si Wauquiez veut parler à son cœur d'électorat, ce qu'il fait actuellement, démagnétiser le badge de Mme Calmels, l'empêcher de reprendre sa bagnole au parking, tout ça, c'est pas mal vu. Non mais c'est pas mal vu parce que l'électeur moyen LR d'aujourd'hui est beaucoup plus à droite que l'électeur moyen au temps de Chirac. Donc il considère que Calmels est une traître. Au fond, je vais très vite. Donc d'un strict point de vue politique... Je pensais que vous aviez fini. Non. D'un strict point de vue politique, Wauquiez a raison et Buisson avait raison. Mais c'est une pensée subtile. J'essaye. C'est pour ça qu'on a du mal à vous suivre parfois. Mais en revanche, attention, la deuxième manche, je suis d'accord, c'est les européennes, mais c'est surtout Après, il y a un deuxième tour. Attendez, c'est surtout se disputer le même bout de gras commun avec le territoire de l'actuel Front National. Il n'est pas dit que les Français, pour plagier Nicolas Sarkozy, préfèrent la copie à l'original. Ils vont peut-être préférer l'original à la copie. On va le voir, cher Alexis Lacroix. On va le voir. Alors, on a une autre partie du sondage à vous montrer. On a posé deux autres questions, à la fois aux Français et aux sympathisants des Républicains. Premièrement, est-ce que Laurent Wauquiez est suffisamment rassembleur? Alors là, il y a à peu près consensus entre les sympathisants républicains et les Français pris dans leur ensemble. Ils trouvent que non. Effectivement, après un épisode comme celui-là, c'est pas une énorme surprise. En revanche, quand on dit est-ce que Laurent Wauquiez a tort ou a raison, est-ce que Laurent Wauquiez a une politique trop à droite? Eh bien, les Français répondent oui, mais en revanche, les sympathisants des Républicains, eux, ils trouvent que c'est une très bonne idée, cette politique à droite, en tout cas à 62%. Karl Meus, ça conforte cette idée qu'en fait, il travaille là pour son électorat et son cœur d'électorat. Oui, il veut reconstruire, il le dit depuis le début, son élection, c'est de reconstruire les Républicains et reconstruire le socle des Républicains. Ce que disait Alexis Lacroix, Emmanuel Macron préempte tout le champ du centre-gauche jusqu'au centre-droit et un peu plus loin même, presque aux marges de la droite. Il ne reste donc en espace politique à Laurent Wauquiez que cette partie-là, avec une concurrence avec Marine Le Pen.
le sondage, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a finalement que 62% des Républicains. C'est-à-dire que c'est un score inférieur à celui que lui a fait auprès des militants. Il était à plus de 70%. Donc il y a quand même là des électeurs de Laurent Wauquiez, même si là on est sur les sympathisants plus que sur les militants, mais une partie des sympathisants qui estiment que peut-être Laurent Wauquiez devrait faire une politique moins à droite. Ça va un peu trop. Alors, quelques réactions sur les réseaux sociaux. Béatrice sur le Figaro.fr, Virginie Calmels n'a que ce qu'elle mérite, elle a vomi sur ses collègues. Bon, on lui laisse le choix de ce verbe. Guillaume sur le Figaro.fr, si Virginie Calmels n'était pas d'accord avec ses collègues, il valait mieux en parler en interne plutôt que de le dire dans la presse. Marie-Christine sur Facebook, ça fait 30 ans qu'on a le même scénario. Bon courage au département des relations humaines chez les Républicains. Et Béatrice nous pose la question, est-il vrai, peut-être que vous avez la réponse les uns ou les autres, est-il vrai que Virginie Calmels a multiplié les appels à Macron pour intégrer le gouvernement l'an dernier ? Ça, c'est ce que disent les gens chez Emmanuel Macron. Elle le dément. Toujours est-il que c'est vrai qu'elle ça n'aurait pas été totalement absurde qu'elle puisse rentrer dans un gouvernement Édouard Philippe. Anne-Sophie, attendez, on va laisser la parole à Anne-Sophie Le Tac, cher Alexis Lacroix, parce que vous ne pouvez pas parler tout le temps, parce que sinon, vos collègues ne vont plus revenir. Et donc, je continue à parler par-dessus. Voilà, je continue à parler au-dessus de vous pour demander à Anne-Sophie Le Tac si elle trouve que Laurent Wauquiez a eu tort ou pas dans cette écoutez, séquence. Non, il n'a pas eu tort. Évidemment, cette dame, Virginie Calmels, n'était pas très, très loyale avec lui. Mais bon, il y a plusieurs choses. D'abord, je trouve que la droitisation de la droite n'a pas très bien marché. On se souvient quand même que ça n'a pas été extraordinaire pour Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûre que ça soit une si bonne tactique que ça, parce que du coup, il se prive de toute une partie de En Marche qui pourrait effectivement venir le voir aussi. Et puis l'autre chose, c'est que, oui, ce qui me vient... Enfin, c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Effectivement, ce sont deux droites qui, finalement, ont beaucoup de mal à s'entendre. C'est intéressant que, finalement, on voit toujours le fil historique entre deux droites. Et c'est quand même le libéralisme qui les sépare. Il y a vraiment, avec d'ailleurs un côté libéral qui est un peu caricatural, puisque finalement, elle se plaint d'avoir son carton devant la porte, mais c'est ce qu'on fait dans une entreprise américaine. On vous met toutes vos affaires, allez, casse-toi, c'est fini. Bon. Virginie Calmels qui vient du secteur privé, exactement. Puisqu'elle était la patronne d'une société de production télévisuelle. De Endemol, voilà, qui est bien connue. Et puis alors, il y a une chose qui me frappe, peut-être en tant que femme, c'est que, en fait, les femmes sont vraiment des têtes brûlées en politique. Si vous regardez bien, vous regardez Martine Aubry, vous regardez de Martine Aubry à Virginie Calmels, en passant par NKM, en passant par Ramayad, qui a dit quand même strictement ce qu'elle pensait, mais finalement, pour dire un bon mot, ou plutôt pour dire ce qu'elle pense, elles sont capables de tout, y compris de sacrifier ou de se faire sacrifier sur l'autel du parti. Et je suis assez surprise du fait que ça correspond finalement pas tellement à l'image traditionnelle de ce qu'on pense être une femme plus douce, plus conciliante, mais pas du tout. Ce sont des guerrières, ce sont des Amazones. Voilà. Je pense qu'il y aurait une question subsidiaire qui pourrait être intéressante à poser dans votre sondage pour la prochaine fois. C'est quand les sympathisants LR disent qu'ils estiment que Wauquiez n'est pas assez rassembleur. Mais rassembleur avec qui ? Est-ce qu'ils veulent être rassemblés avec le Front National ou est-ce qu'ils veulent être rassemblés avec le reste de la droite et notamment ce qui faisait partie de l'UDF, les centristes, etc. Oui, mais il y a quand même une inquiétude de Sarkozy. Sarkozy exprime son inquiétude aujourd'hui, sans perversité d'ailleurs à mon avis, parce qu'on lui prête une perversité qu'il souvent il n'a pas. C'est un homme cash. Non, mais c'est un homme cash. Non, mais il est plus cash qu'on ne le pense à gauche. Non, mais sincèrement. Donc il n'est pas. Non, mais sur ce plan-là, je pense qu'il n'est pas pervers. Il exprime une vraie inquiétude. Enfin, je veux dire une inquiétude authentiquement ressentie. C'est ça que je veux dire. Parce que Sarko, il a su faire l'opération de triangulation de sa droite comme de sa gauche. Et il constate, à mon avis, avec une certaine inquiétude, qu'actuellement, le chef de la droite ne sait pas faire ça. C'est-à-dire, il triangule vers la droite, mais il ne sait pas trianguler vers la gauche. Il se dit, il finira battu. C'est ça qu'il se dit. Qu'est-ce qu'il pense, à votre avis, Karl Meus, Nicolas Sarkozy, de Laurent Wauquiez, qu'il peut encore y arriver, ou il a des doutes Il a des doutes. Et il commence à les exprimer auprès des gens qui viennent le voir rue de Méroménil. Il a des doutes. Rue de Méroménil, où il a ses bureaux depuis son départ de l'Élysée. Il a des doutes parce que, ce qu'a dit Alexis Lacroix, Nicolas Sarkozy sait que si il ne rassemble pas son camp, il ne pourra pas gagner. Or là, que se passe-t-il depuis le début, et les Français l'ont vu, c'est que Laurent Wauquiez ne rassemble pas, mais plutôt élague pour pouvoir se concentrer sur sa base. Or, ce n'est pas comme ça qu'on peut, évidemment... gagner, puisque en politique, on le sait, ce sont des additions et pas des soustractions.
Et ça, Nicolas Sarkozy le sait bien. Ouais. C'est comme ça qu'il a été élu en 2007. Nous passons à un autre sujet, les aides personnalisées au logement, les fameuses APL, qui avaient baissé de 5 € cette année, ne seront pas revalorisées l'année prochaine. On le sait déjà puisque c'est dans le projet de budget. Est-ce que c'est une faute du gouvernement? On vous pose la question sur Twitter et vous êtes 57% à nous répondre oui, que cette non-revalorisation est une faute selon vous. En tout cas, le gouvernement l'assume. Droit dans ses bottes, on réécoute Bruno Le Maire qui était ce matin sur France Info. Les APL ne baisseront pas. Mais les APL ne seront pas revalorisées comme ils l'étaient chaque année. Oui, mais vous pourriez aussi mentionner le fait que dans le parc social, les tarifs des logements et des loyers seront gelés, eux aussi. Donc vous voyez que tout ça s'équilibre. On veut toujours aller pointer du doigt, oui. Vous êtes sûr que ça va s'équilibrer? Ça fait partie de la politique du gouvernement et c'est fait effectivement pour s'équilibrer. Aymeric Brier, c'est un nouveau signe du déficit social de ce gouvernement? Comme dirait François Hollande? Déficit social, je ne sais pas, mais en tous les cas, je ne sais pas encore si c'est une faute, on verra, mais en tous les cas, pour moi, c'est une erreur. Honnêtement, par rapport aux équilibres budgétaires, ce n'est pas quelque chose qui est absolument réminent. Quelques semaines après avoir claironné en fanfare, avec raison, que la France sortait enfin la logique des déficits excessifs implantés par l'Union européenne du temps de Nicolas Sarkozy, ça coûtait quand même pas grand-chose au gouvernement de faire ce petit geste et d'avoir une petite musique un peu différente. Donc il faut croire que le tempo n'est pas encore celui-là. Alexis Lacroix, erreur, pas erreur? Je crains que ce soit quand même une erreur. Dans un moment, si vous voulez, où ils essayent de contrebalancer l'image envahissante d'un Macron, président des riches, voire des ultra-riches, des très riches, des ultra-riches, des méchants, si vous voulez. Alors, c'est pas forcément synonyme, cher Alexis. Non, c'est pas ça, je dis en me moquant. Ah oui, on peut récuser, attention, on peut récuser ce syllogisme ou cette équivalence. Néanmoins, on ne change pas les représentations. Et donc, quand il y a une représentation dominante qui se répand partout, qui prolifère partout, y compris chez des électeurs de Macron, franchement, un petit geste comme ça coûtait pas grand-chose et ça pouvait rapporter gros sur le plan politique. Je pense qu'effectivement, d'un strict point de vue politicien, c'est une connerie. Anne-Sophie Le Tac, est-ce que vous je seriez aussi... Pas du tout. Je trouve que c'est complètement... En fait, ça fait partie des choses inutiles que fait Emmanuel Macron. Je trouve aussi parfois qu'il fait des discours beaucoup trop longs. Par exemple, quand il a engueulé ce petit jeune homme à chemise à carreaux, c'était beaucoup trop long. Il aurait dû juste lui dire... C'est exact. Il fait des choses inutiles et des choses parfois des discours trop longs. Limite de cet homme qui est pas mal. Oui. Il se prend trop au sérieux. Alors, il y a quelque chose que je trouve très... Alors, déjà, la première baisse avait été qualifiée d'inutile quasiment par Édouard Philippe, qui n'avait pas dû l'air convaincu. Et je ne comprends pas effectivement pourquoi ça vient là, après justement des épisodes assez troublés. Et puis, je sais pas, je regardais un article de Xavier Bertrand dans Le Monde, là, qui était bien, sur le fait qu'il fallait quand même, bon, je sais que ça fait un peu... c'est un peu à la mode de dire ça, mais une certaine bienveillance. Il y a des moments, il faudrait que le gouvernement aussi fasse un pas, effectivement, vers les citoyens. Alors moi, j'appartiens à un corps, je souhaiterais quand même le dire, dont le gel du point d'indice date de 2010. Hein. Donc ça, finalement, je suis habituée, professeur tout court. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'émouvoir la communauté, le fonctionnaire étant un peu celui sur lequel on tape. Mais ceci dit, oui, c'est assez désagréable. Et c'est assez, enfin, sur le plan symbolique, c'est assez décourageant, en fait. On a besoin de temps en temps d'encouragement. Hein, et l'encouragement financier, aujourd'hui, est important. Mais Karl Meus, c'est aussi symboliquement une façon de dire nous surveillons la dépense publique. Or, c'est l'un des reproches qu'on fait traditionnellement à Emmanuel Macron, c'est de ne pas être suffisamment courageux là-dessus. Oui, mais on voit bien que ce n'est pas la non-revalorisation qui va régler le problème de la dépense publique. Le problème... Ça fait une dépense qu'on aurait pu avoir et qu'on n'aura pas. Voilà, une dépense supplémentaire évitée. C'est pas ça qui va contribuer à baisser de manière drastique la dépense publique. Ce qui est amusant, amusant entre guillemets, mais dans ce genre de polémique, c'est que c'est quelque chose qui a été voté dans le budget, donc en novembre de l'année dernière. Et donc qui a été enfoui, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Hein. À l'époque, c'était... le Parti socialiste l'a un peu évoqué, je crois. Et ça revient là, parce que Emmaüs l'a retweeté en disant les pauvres vont effectivement perdre cette revalorisation-là. Mais donc, il faut quand même 6 mois pour que quelque chose qui est décidé dans le budget percute dans les médias. C'est intéressant. Il y a tellement de choses... que cette mesure est passée un peu. Et puis, il y avait la non-revalorisation, il y avait la baisse des APL. Non, le plus surprenant, c'est que ça vient quelques semaines après la fameuse phrase de Julien de Normandie
qui est quand même en charge du logement, au moment du dépôt de la loi Elan, expliquant que oui, la diminution de 5 € par mois des APL avait été une connerie. Il le dit, et 2 mois après, il confirme la non-revalorisation. J'avoue que de la part de Julien Normandie, qui est quand même plutôt quelqu'un d'intelligent, 22% des Français sont éligibles aux APL. Et pour un étudiant, c'est vrai que symboliquement, c'est une question de symbole, je crois. Enfin, il y a des gens pour qui c'est tout à fait important. Je ne dis pas que 5 €, c'est pas important, mais il y a aussi un symbole, il y a aussi le fait de retrancher au lieu de donner. Merci. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet plus léger. Cette semaine sort sur les écrans un film tiré des aventures de Bécassine, cette bande dessinée qui a presque un siècle. C'est un film de Bruno Podalides. Un certain nombre de Français ont une image très favorable de Bécassine, très positive, parce que c'est une jeune fille dévouée, charmante et pleine de bonne volonté. D'autres considèrent au contraire que c'est un archétype absolument effroyable. Il y a un collectif d'indépendantistes bretons ou bretonnes, parce que c'est assez féministe, qui dit elle est le symbole de l'oppression sociale et ethnique. Oppression sociale parce que c'est une domestique et ethnique parce qu'elle est bretonne. Vous pensez quoi, vous, Anne-Sophie Le Tac de Bécassine? Vous l'aimez, vous l'aimez pas? Alors, ça me fait penser au procès qui a été fait aux Deschien, qui avait d'ailleurs fait beaucoup de mal à François Morel, qui était très triste de ça. Et je trouve que le procès est vraiment complètement sur le mépris social et complètement à côté de la plaque. Alors, moi, j'ai pas vu encore... le personnage de Bécassine, je l'aime bien, je le connais évidemment. Ce que j'aime bien chez Bécassine, c'est qu'elle n'est pas du tout technophobe. En fait, c'est un personnage qui est un peu niais, quand même, au départ, qui n'est pas du tout... elle a un côté un peu empoté et tout, mais en réalité, elle fait du vélo, elle fait de l'automobile. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, en fait, elle serait complètement addict au portable. Elle aurait un smartphone. Voilà. Elle aurait un smartphone. Voilà. Et vous, Alexis Lacroix, vous aimez Bécassine? Oui, je la trouve sympathique. Je pense que je vais vous dire, je pense que c'est, dans l'imagerie, c'est une représentation du peuple au maximum de son humanité. Donc c'est un personnage positif, n'en déplaise à ces indépendantistes bretons, mais il est probable qu'en raison de leur engagement séparatiste, ils aient un épiderme particulièrement sensible. Vous voyez, donc je crois qu'ils sont dans le faux. Et je ne crois pas que ce soit par ailleurs une image rabaissante de la condition féminine, absolument pas. Si vous voulez, évidemment, c'est ancien. Voilà, Bécassine, c'est la France éternelle. C'est celle des curés de campagne. On est bien d'accord. Non, mais ça, d'accord. Mais ça n'est pas, à mon avis, une figure misogyne, disons pour aller vite, qui développerait une idée péjorative de la femme. Je ne crois pas. Et par ailleurs, si vous voulez, c'est une image du peuple. Et donc, c'est vrai que dans un moment où c'est pas que le macronisme d'ailleurs, c'est la technocratie qui gouverne nos pays. Il y a quand même un risque de fracture très importante entre les imaginaires populaires et les élites politiques. C'est pas mal, à mon avis, qu'on célèbre une figure comme celle-là. Aymeric Brier, c'est l'anti-Macron, Bécassine? Non, moi j'avoue que je ne comprends pas le communiqué parce que je trouve qu'à la limite, ça participe du rappel de ce qui a été notre histoire, c'est-à-dire toute cette émigration bretonne sur Paris, et notamment, pas que, ou Auvergnat, etc., et notamment autour de ce qui existait auparavant, une classe sociale autour de la domesticité. Après, moi j'avoue que je suis assez réservé sur tous ces films qui font appel à une espèce de nostalgie de la France éternelle, qui, moi, me laisse un peu pantois. Sauf que oui, mais je veux dire, il y a bien des sujets sur la France d'aujourd'hui et sur les difficultés sociales ou les phénomènes de classe sociale ou de mise en balance qui moi, m'intéresseraient plus comme spectateur plutôt que d'aller voir Bécassine. Donc je ne ferai pas, je ne vous dirai pas que je vais voir Bécassine. Karl Meus, il vous reste 15 secondes pour le mot de la fin. Je répondrai que l'un n'empêche pas l'autre. Arriver à faire une polémique sur Bécassine, j'aurais dû te le demander. Non, mais les Bretons ont tenté de détruire sa statue au musée Grévin en 1939. Donc c'est pas nouveau cette histoire. Bravo, Anne-Sophie, que vous aviez. Effectivement, vous connaissez bien votre sujet. Merci beaucoup à tous les quatre et on se quitte avec un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, Bécassine, par l'inoubliable Chantal Goya. Bonsoir.